Hier encore, je suis allé sur différents sites internet. Vous prenez un site comme Léon de France, qui est ouvertement néo-nazi, homophobe et raciste. J'ai pu y accéder sans aucun problème. Je discutais avec un collègue justement de ce site et je suis retombé, j'ai oublié le nom, ça doit être le Devenir européen, tout est dans l'intitulé. C'est un site nazi, ouvertement nazi. Les livres à lire, c'est Mein Kampf. Ce site, je l'ai signalé une dizaine de fois depuis 2011. J'y accède toujours. Donc voilà, l'appareil juridique, c'est bien pour les groupuscules, mais un des vecteurs de la banalisation des discours extrémistes de droite aujourd'hui, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, ce sont d'autres sites qui peuvent se diffuser. Aujourd'hui, en France, un éditeur français peut rééditer le catalogue de l'Expo sur le Juif international, associé avec une brochure de Montandon, du professeur Montandon, qui s'intitule « Comment reconnaître le Juif ». J'y ai accédé hier. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative à la lutte contre les groupuscules d'extrême droite. Pour commencer nos travaux, nous avons souhaité dresser un tableau général de la question en nous intéressant notamment avec vous à la définition des notions en cause, aux principaux fondements idéologiques et modes d'action des groupuscules concernés, à leur mode de recrutement notamment et de financement, ainsi qu'à leur relation avec les organisations politiques officielles en France. Fort de ces informations, nous tenterons de mesurer la qualité de l'arsenal juridique mis en œuvre pour lutter contre ces groupuscules. Pour mener à bien cette réflexion, nous accueillons ce matin M. Jean-Yves Camus, qui va nous rejoindre bientôt, politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, chercheur associé à l'Institut de Relations internationales stratégiques, M. Joël Gombin, sociologue, Mme Valérie Higounet, chercheur associé à l'Institut d'Histoire du temps présent, M. Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris. Je rappelle que cette table ronde est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale. Son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l'Assemblée. Et je vous signale que la Commission pourra décider de citer dans son rapport toute ou partie du compte-rendu qui sera fait de cette audition. Conformément aux dispositions du 3e alinéa du 2 de l'article 6 de l'ordonnance 58-11 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui prévoit qu'à l'exception des mineurs de 16 ans, toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est entendue sous serment, je vais vous demander de prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « Je le jure ». Juste, je voudrais vous préciser que justement, on a constaté une recrudescence donc, des exactions de ces groupuscules, mais aussi un lien et une passerelle entre les militants de l'extrême droite vers ces groupuscules. Et c'est pourquoi il nous a semblé opportun, d'autant qu'il y a une banalisation, et les gens considèrent parfois que ce sont des idées et oublient que ce sont des délits. Voilà, votre présence ici pour planter le décor et rappeler un petit peu le tableau pour après entrer dans, si j'ose dire, le vif du sujet. Voilà. Ce que je veux dire aussi, ce que je veux souligner, c'est que, et là je parle de l'électorat, j'ai fait 2 ans de terrain là, pour un ouvrage qui s'appelle Illusion nationale avec Vincent Girousseau, et j'ai rencontré donc, pendant 2 ans des électeurs du Front National de 3 municipalités, Front National. La chose qu'il en ressortait, c'est d'abord la banalisation des thématiques du Front National, et en l'occurrence celle de la xénophobie. Les personnes nous parlaient tout naturellement du rejet de ces étrangers. La deuxième chose qu'il en sortait, c'est la banalisation évidemment de l'extrême droite, mais aussi la désillusion dans la politique. Je partage le fait que les institutions étant fragiles et la démocratie étant fragile, il y a une stratégie et une coordination. Ce n'est pas un hasard s'ils sortent et s'il y a des exactions sur une temporalité. Si, Madame O. Oui, merci à nos intervenants qui sont restés. Monsieur Camus, vous avez dit que ce qui unit ces groupuscules d'extrême droite, c'est la détestation de la République et des institutions.
Est-ce que c'est ainsi qu'on peut distinguer les groupuscules d'extrême droite d'autres groupuscules que vous avez très brièvement évoqués, que ce soit d'extrême gauche ou les Black Blocs, etc. Puisqu'on voit en ce moment, notamment avec la crise qu'on connaît aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus d'attaques envers les institutions, les symboles de l'État, que ce soit un tribunal, un secrétariat d'État, etc. Et je continue ma question en posant la question sur l'antisémitisme et l'islamophobie. Moi, il me semble que c'est aussi un point de fixation qui rassemble beaucoup de groupuscules d'extrême droite. Est-ce qu'on est passé davantage de l'antisémitisme à l'islamophobie? Est-ce que l'antisémitisme est toujours aussi présent? Et est-ce que c'est quelque chose qui rallie tous ces groupuscules? Merci. Je vous remercie. Monsieur Habib. Merci Madame la Présidente. Je voulais vous entendre, Jean-Yves Camus. J'avais demandé, mon cher Jean-Yves, parce que vous êtes, je pense, un des plus grands spécialistes en France de ces questions. Je vous connais un petit peu moins, Monsieur Gombin, un peu moins bien. Les liens qui existent aujourd'hui entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Juste avant, je rappellerai quand même le périmètre de la commission d'enquête qui est bien sur les groupuscules d'ultra-droite. Voilà, donc je vous demanderai de répondre dans ce cadre-là. Je vous remercie. Je vous en prie, Madame. Je voudrais vous demander si, parce que vous disiez qu'on est dans le même étillage à 2 à 3 000 personnes vraiment activistes de l'ultra-droite depuis plusieurs années. Par contre, on voit bien que l'électorat et que la tentative de prise de pouvoir par les institutions et les idées qui sont véhiculées sont parfois similaires, a beaucoup augmenté. On voit qu'il y a des liens entre des militants qui passent soit de l'extrême droite à l'ultra-droite, soit l'inverse. Et il y a une volonté depuis 2011 du Rassemblement, enfin de ce qui est maintenant le Rassemblement national, de s'éloigner de cette ultra-droite en disant on n'a rien à voir avec eux. Est-ce que pour vous c'est une stratégie et est-ce que on voit que les liens perdurent dans les faits, dans la réalité? Voilà, donc quelle est la nature? Est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que c'est réel? Et est-ce que l'un entraîne l'autre? Il n'y a aujourd'hui aucun thermomètre en France. Je vous parlais du programme Viora 1000. Donc c'est violence et radicalité militante de l'ANR. On a obtenu, je veux dire, 6 mois de plus, mais on finit là en 2019. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure qui travaille aujourd'hui sur l'extrémisme en France. Il n'y a pas de structure universitaire là-dessus. Il n'y a pas de labo, il n'y a rien. Il y a eu là, ce programme violence et radicalité militante qui prend toutes les radicalités ensemble. C'est déjà pas mal, mais c'est un programme de 3 ans, donc, avec obtenu 6 mois de plus. Tant qu'il n'y aura pas dans ce pays du matériau pour provoquer du savoir, pour ramener ce qu'on va raconter, par exemple, travailler sur les territoires, qu'on puisse travailler effectivement des spécialistes de l'islamisme, qu'on travaille avec Romain Cesse, qu'on travaille avec Xavier Chrétien, avec les gens avec qui on travaille dans Viora 1000 de manière pérenne. Bien évidemment, vous n'aurez pas de thermomètre à disposition, vous, les élus du peuple. Bien évidemment, les services de police, eux, sont contraires. Les services de police, la confusion dans laquelle on les a amenés avec la réforme des services de renseignement, aujourd'hui, vous voyez quand même que les rapports de la DGSI, avec tout le respect que j'ai bien évidemment pour ses membres, mais produits depuis quelques années, sont très confus sur les lisières idéologiques parce que, justement, il n'y a plus une bonne formation. Vous regardez les rapports de police des années 60 sur les milieux extrémistes et aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a vraiment du matériau, du travail. Bon, il y a un responsable de service qui me l'a dit. On a perdu, effectivement, cette manière de faire. Donc il faut une structure pérenne. Si vous voulez mon conseil, il faut une structure pérenne de recherche qui effectivement, donc Jean-Yves vous disait un rapport annuel, pourquoi pas, ou d'autres systèmes, mais il faut de la recherche dans un pays. Je vous réponds cash et clair, moi je suis payé depuis 5 ans par les États-Unis, je ne travaille pas en France. Il n'y a pas dans l'université française un type en poste qui travaille sur l'extrémisme. Vous en avez sur l'ultra-gauche, vous avez le travail remarquable d'Isabelle Saubier à la Sorbonne. Sur le djihadisme et avant sur le FNC et le TAF, vous avez le travail remarquable fait par Xavier Chrétien à Saint-Germain-en-Laye. Vous avez quelques personnes, par exemple sur l'extrême droite, vous avez personne aujourd'hui. Parce que l'université française fuit ces questions-là, parce que c'est très mal poli de travailler sur des choses comme ça. Donc voilà, il faut une structure pérenne, bien évidemment, pour renseigner les gens, renseigner les politiques, etc., avec les méthodes de la recherche, parce que le service de protection de la Constitution, il y a une dimension beaucoup plus policière, et bien évidemment, cette dimension-là, elle est impossible pour des chercheurs. Moi, quand je vais discuter avec des membres et des cadres de l'extrême droite radicale, si je leur dis juste après, je fais un rapport avec les flics pour expliquer comment il faut vous dissoudre,
ils vont faire la tête, ils auront raison. Ils diront, vous avez une attitude déloyale, monsieur. Il faut avoir une attitude éthique et loyale, bien évidemment, et que chacun soit à sa place, les services de police, les politiques, les chercheurs. Et juste un mot. Ça me permet de rebondir sur un propos. Juste avant, je fais un petit aparté. Je rebondis sur le commentaire de Nicolas Lebourg. En France, il n'y a pas de spécialiste d'extrême droite payé par l'université. Moi, j'avais un contrat de 5 ans à l'université, je devais être recruté. On m'a dit, on ne te garde pas à cause de tes sujets. Voilà, clairement. Donc voilà, fin de la parenthèse. On est dans un milieu quand même hémiplégique au niveau intellectuel qui est quand même catastrophique. Alors c'est un moyen de banaliser des thématiques, mais c'est vrai que parler de perméabilité gauche-droite, pour moi c'est un peu difficile. Ce sont plutôt des gens de droite qui récupèrent une culture de gauche, ou des gens de gauche qui basculent à droite sans vouloir le reconnaître, que ce terme de confusionniste que je déteste honnêtement. Il n'y a pas de confusion. C'est une stratégie, c'est d'évitement pour les uns, de manipulation pour les autres. Voilà. Alors, Monsieur Chouanico. Ce sera deux questions très brèves, parce que M. Lebourg a évoqué tout à l'heure AFO et l'OAS, dans deux groupuscules qui, dans le contexte post-13 novembre 2015 d'attentats, qui étaient dans l'obsession de la troisième mi-temps par rapport à la guerre d'Algérie. Et dans le même temps, M. Françon nous disait qu'il n'y avait plus de références véritablement idéologiques par rapport à ces groupes-là. Est-ce qu'on sait les identifier, savoir un petit peu quelles sont leurs références? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est lié à l'histoire des rapatriés, de groupuscules extrémistes issus des Pieds Noirs? Est-ce que vous avez quelques éléments sur ces groupuscules-là? En France, ça a toujours très mal fonctionné. Et par exemple, quand on regarde les fichiers militants et qu'on observe des groupes qui disent « Ah, mais nous nous sommes fondés avec plein de militants venant de la gauche ». Moi, j'ai une tonne de fichiers militants sur lesquels j'ai pu travailler. Non, c'est pas vrai. C'est des militants d'extrême droite. À la base, ce qui est voilà, fort bien, mais c'est des opérations de com, ça marche très peu. Alors après, il y a des cas, il y a des histoires passionnantes, Doriot, tout ce que vous voulez, nana, ça serait trop long, mais ça marche pas tellement. Ce qui m'amène, j'essaie de lier les choses ensemble. La question de la guerre d'Algérie, cher monsieur, alors c'est une question tout à fait passionnante, la question de la mémoire de la guerre d'Algérie. Vous en avez raison. Bien voir là aussi, à la base, la culture de la guerre d'Algérie à l'extrême droite, elle ne veut pas du tout être chez les radicaux. Ce que les radicaux retiennent de la guerre d'Algérie, c'est quand on s'entend avec les modérés, on finit en prison. Parce qu'ils font que des bêtises dans l'OAS. Les radicaux sont persuadés que si ça a échoué, alors c'est vrai qu'il y a des histoires fantastiques avec des gens qui se font arrêter, ils ont noté toutes les actions, les noms de tout le monde pour avoir une médaille le jour de la victoire. Les policiers sont ravis. Donc, et les autres leur en veulent, on les comprend. Donc, il y a cette idée-là. Et donc, la mémoire radicale, et en plus, ça va aller par rapport à ce que disait Stéphane tout à l'heure, avec la montée des pensées dites ethno-différentialistes, ethno-pluralistes, mais qui là aussi nous renvoie aux anciens SS des années 50 d'ailleurs, qui est chacun dans sa zone ethnique, et tout sera bien gardé. Et ça ira bien, que les Arabes restent chez eux, les Français chez eux, etc. Donc les radicaux vont complètement rejeter la guerre d'Algérie. Quand vous regardez même dans les consignes de vocabulaire données par le mouvement Troisième Voie dans les années 1980, on vous dit qu'il ne faut pas parler de l'IVG, il ne faut pas parler de la guerre d'Algérie, il ne faut pas parler du négationnisme, etc. Tout ça qui ringardise et diabolise l'extrême droite. C'est chez les radicaux que ça part ces questions-là, la fameuse diabolisation dont on a parlé. Tous les thèmes sont déjà listés par les consignes données par Troisième Voie. Donc cette mémoire, elle est repliée du côté d'organisations modérées ou de partis modérés comme le Front National qui, eux, vont l'habiter. Et donc ça va continuer comme ça assez longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est une mémoire partagée depuis 2015, et on voit par exemple que dans l'OAS à Marseille, un des moments de radicalisation d'un des membres, c'est d'aller aux cérémonies de la DIMAD, qui est une organisation modérée, de mémoire, pieds noirs, etc. Mais dans son processus à lui de socialisation, de compréhension, comment la France serait dans la situation d'une troisième mi-temps de la guerre d'Algérie, ça passe vraiment, effectivement, par là. Et même le choix, il demandait en garde à vue à M. Nissine pourquoi avoir choisi le nom d'OAS, il répond cette phrase pleine de bon sens, qui est quand il s'agit de provoquer la terreur chez les Arabes, quel meilleur nom? Et il dit, son but, c'est pas évidemment de faire... Ça peut pas, on lui dit, mais en même temps, c'est paradoxal. Il a été interrogé là-dessus. Il dit, oui, mais... quelle est sa formule? Il dit, il s'agit voilà, de provoquer la remigration par la terreur. Si on fait un certain nombre de massacres,
ils penseront la valise ou le cercueil. Et on reprend, vous voyez, tout le vocabulaire qui vient de la guerre d'Algérie, hein, et tous ces fantasmes-là. Donc, vous voyez, c'est peu, en fait, il faut complètement dissocier la question de la façon dont ont été portées les mémoires entre 62 et 2015. Et Actuel. Ouais.